Bonjour à tous. Aujourd'hui, 7 septembre 1303, un attentat contre le pape à l'époque de Philippe le Bel, l'attentat d'Anagni. Nul désormais ne m'imposera sa volonté, même le pape. Qu'il gouverne son Église. Moi, je gouverne mon royaume. « 2000 ans d'histoire. Le samedi 7 septembre 1303, dans la petite ville d'Anagni, au sud de Rome, une centaine d'hommes en armes faisaient irruption dans la résidence du pape Boniface VIII. À leur tête, Guillaume de Nogaret avait reçu du roi de France Philippe le Bel l'ordre de s'emparer du pape et de lui signifier sa mise en accusation pour hérésie. Jamais jusque-là, un roi n'avait encore osé s'en prendre à un pape. Jusqu'à ce roi de France, qui à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, a régné pendant 29 ans avec tant de fermeté qu'on le surnommait le roi de fer. Petit-fils de Saint-Louis, Philippe le Bel a utilisé tous les moyens, même les pires, pour accroître les pouvoirs d'une monarchie qui avec lui est devenue une des plus puissantes et des plus centralisées d'Europe. Au nom de la raison d'État, il a combattu et éliminé tous ceux qui pouvaient limiter ou menacer son autorité, même le pape. Mais si aujourd'hui tout le monde a oublié ce 7 septembre 1303 et ce qui s'était passé à Anagni, on se souvient surtout d'une des plus grandes affaires du règne de Philippe le Bel, la condamnation à mort et l'exécution des Templiers. Jacques de Molay et Geoffroy de Charnay seront brûlés ce soir dans l'île aux Juifs, face au jardin du palais. La rébellion a été publique, le châtiment sera public. Messire de Nogaret rédigera l'acte. J'ai dit. J'entends que tous ici vous assistiez au supplice. Ceux qui ordonnent doivent aussi regarder. Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. Maudits! Vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération. Vorace! Guillaume de Thieulois, bonjour. Bonjour. Alors on sait que ces derniers mots de Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre du Temple, sur son bûcher, sont sortis tout droit de l'imagination de Maurice Druon, qui n'ont sans doute jamais été prononcés. Mais alors cette affaire des Templiers, c'est à peu près tout ce que l'on retient aujourd'hui du règne de Philippe le Bel. Elle est la plus connue, mais elle n'est pas la plus importante. Dans votre livre, Le Pape et le Roi, que vous venez d'écrire chez Gallimard, vous en rappelez une autre, à vos yeux beaucoup plus importante, c'est l'attentat d'Anagni, un attentat contre le pape Boniface VIII. Alors avant d'en rappeler l'importance pour la papauté, le rôle de Philippe le Bel, l'importance pour la France, rappelez-nous peut-être ce qui s'est passé ce 7 septembre 1303, parce que c'est une date qui ne dit rien à personne, et pourtant c'est la date d'un événement absolument incroyable, Guillaume de Thieulois. Oui, tout à fait. Alors c'est un événement relativement inouï, qui n'a d'ailleurs pas d'antécédent ni de suite dans l'histoire de l'Église ni dans l'histoire de France. Le 7 septembre 1303, Guillaume de Nogaret entre dans la ville d'Anagni, qui était la ville natale de Boniface VIII, pour le faire prisonnier et pour le citer à comparaître devant un concile qui devrait le juger pour hérésie. On en est arrivé là par la suite d'un affrontement terrible entre Philippe le Bel et Boniface VIII. D'un côté, Boniface VIII a excommunié et menacé de déposer, il devait le faire le lendemain, le 8 septembre 1303, déposer le roi Philippe le Bel. Et donc Guillaume de Nogaret l'a pris de vitesse en quelque sorte et a fait prisonnier Boniface VIII. On dit même qu'il l'a giflé, qu'il l'aurait giflé. On dit qu'il l'a giflé. En fait, c'est une interpolation avec autre chose. Le soufflet, s'il y a eu soufflet, viendrait d'un autre chef de guerre qui était présent sur place, qui s'appelait Sciarra Colonna, dont on parlera peut-être plus tard. Mais Guillaume de Nogaret, en fait, a protégé Boniface VIII dans cette occurrence, parce que ce qu'il voulait, en fait, c'était emmener Boniface VIII sous bonne garde en France pour le juger. C'est incroyable, parce que c'est comme si un premier ministre aujourd'hui de français allait comme ça au Vatican pour arrêter
insulter et peut-être même gifler le pape. C'était déjà insensé pour l'époque. Alors ce qui est évidemment très grave, c'est que Nogaret, c'est justement non pas le Premier ministre, mais le principal conseiller de Philippe le Bel, et que ça rentre tout à fait, vous le rappelez dans votre livre, dans le cadre d'une politique dans laquelle Philippe le Bel, qui est roi depuis déjà 18 ans, depuis 1285, petit-fils de Saint-Louis, je l'ai dit, eh bien arrive sur place avec la volonté, arrive sur le trône de France avec la volonté de régner véritablement. C'est une chose aussi qu'on oublie ou qu'on ignore en France, c'est que les rois de France, à cette époque, régnaient, mais sans véritablement gouverner. Leur pouvoir était très limité, Guillaume de Thieulois. Alors, le pouvoir de Philippe le Bel était en gros le pouvoir d'un important seigneur sur toute l'île de France, qui était la partie la plus riche du royaume, et après ça, un pouvoir largement symbolique sur le reste du royaume, puisqu'il était suzerain ultime, c'est-à-dire que tous les grands seigneurs, le duc de Bourgogne, le roi d'Angleterre, qui était duc d'Aquitaine aussi, oui, qui était son vassal, qui était le vassal du roi de France et roi d'Angleterre en même temps, oui. Donc c'était des vassaux, et donc symboliquement, le pouvoir royal était loin d'être négligeable, mais dans la pratique, le roi ne pouvait pas lever d'armée chez ses vassaux, il ne pouvait pas battre monnaie chez ses vassaux, il était seigneur chez lui, mais pas chez ses vassaux. Et puis alors, il avait aussi un autre pouvoir, en principe, au-dessus du sien, qui était celui du pape, on y reviendra, mais ce pouvoir du pape était considérable, puisque pouvant excommunier n'importe quel roi, eh bien le pouvoir du pape passait au-dessus des rois, directement, en s'imposant directement sur leur sujet chrétien. Voilà. Alors en plus, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que toute la société de l'époque repose sur la garantie de l'Église. L'Église garantit tous les contrats, en particulier le contrat du sacre, mais et donc assure la cohésion sociale en quelque sorte. Et donc si l'Église dit qu'une personne est sortie de la communion de l'Église et donc est excommuniée, cette personne-là devient véritablement un paria. Fut-il roi. Fut-il roi, exactement. Ouais, et par exemple, il y a un exemple fameux un siècle plus tôt, le pape Grégoire VII avait réussi à faire plier l'empereur Henri IV, qui était un immense souverain, mais Grégoire VII a déposé Henri IV, et 2 jours après, Henri IV était à Canossa, c'est d'où l'expression. L'empereur, il faut pas rappeler, c'est pas le roi de France, c'est pas le roi de France, c'est l'empereur Henri IV, et donc Grégoire VII avait gagné haut la main sur Henri IV. Alors cette tutelle du pape, ce pouvoir limité, eh bien Philippe le Bel veut y mettre un terme, il est bien décidé à régner, et cela d'ailleurs encouragé par des gens très importants qui l'entourent et qui sont ce qu'on appelle ses légistes. Alors ils sont très connus, il y a Guillaume de Nogaret qu'on a cité, avant lui il y avait Pierre Flotte, il y aura également Enguerrand de Marigny, et ces gens-là sont pénétrés de droit romain, un droit romain qui dit, eh bien chez lui, dans ses États, le roi ou le souverain doit gouverner. Voilà. En fait, le droit romain est en train de renaître au XIIIe siècle. Il y a une nouvelle université de droit romain, notamment, et le droit romain dit en particulier que le roi doit être empereur en son royaume. C'est-à-dire que le roi doit avoir tout pouvoir dans son royaume et doit être l'unique puissance d'appel à laquelle puissent se soumettre ses sujets. Et donc, il ne doit plus rien y avoir entre les sujets et le roi. C'est d'ailleurs un principe de droit qui a simplement été transposé maintenant sur la nation, mais c'est un principe de droit qui reste d'actualité. On ne peut pas faire appel, par exemple, à une puissance extérieure actuellement pour contester la décision du Parlement français. Alors ça, c'est un principe évidemment auquel Philippe le Bel est très attaché, de même que justement ses conseillers, ses fameux légistes. En revanche, c'est un principe évidemment que n'aiment pas trop les barons, les vassaux de Philippe le Bel, dont le propre frère du roi, Charles de Valois. Il y a des moments, mon frère, où votre politique s'engage dans de si mauvais chemins que l'État tout entier court le risque de s'embourber. Pourquoi, monseigneur, a voulu dire... Laissez-vous, Marigny, je n'ai pas besoin de secours pour répondre. Il n'est que de vous, mon frère, que je supporte un pareil langage. N'avez-vous pas compris que si je me suis fait légiste, c'est pour qu'en ce royaume règne seule la justice du roi? Lorsque nous étions enfants, mon frère, le plus petit seigneur rendait chez lui la justice. Et maintenant, parce que je l'ai voulu, on s'en remet au juge du royaume. N'avez-vous pas compris que cette conquête valait mieux pour la couronne que celle d'un duché? En France, il faudra que tout vienne au roi et que tout vienne du roi. Ainsi, il n'y aura plus d'injustice pour personne. Nul désormais ne m'imposera sa volonté, même le pape. Qu'il gouverne son Église,
Moi, je gouverne mon royaume. Et vous l'avez peut-être reconnu, Guillaume de Tullas, c'était la voix de Jean-Pierre Mariel dans le rôle de Philippe le Bel, tiré d'une série La caméra explore le temps, c'est sur les Templiers. Mais là, il ne s'agit pas des Templiers, il s'agit de la volonté, on l'a entendu, de Philippe le Bel d'affirmer son autorité, y compris sur le pape. Alors on l'a dit, le pape a une autorité importante, il y tient sur l'ensemble des souverains d'Europe à l'époque, et le pape c'est Boniface VIII, qui y tient plus que les autres encore. Voilà. Alors il faut peut-être préciser, le roi de France, Philippe le Bel en particulier, ne souhaite pas spécialement avoir une autorité sur le pape, il souhaite que le pape n'ait pas d'autorité sur ces sujets. Dire, oui. Le principe jusqu'à Philippe le Bel, c'est que n'importe qui dans le royaume a le droit d'attaquer une décision royale ou seigneuriale pour invalidité du point de vue canonique, et donc soumettre la cause au pape. Ça, c'est une chose que aucun roi ne peut supporter, et Philippe le Bel pas plus qu'un autre. Et de l'autre côté, effectivement, il y a une autre grande figure médiévale, donc Boniface VIII, qui est pas davantage souple, pas davantage diplomate que Philippe le Bel, et donc l'affrontement ne pouvait pas manquer d'arriver. Alors l'affrontement commence assez tôt, il commence en 1294 par une affaire d'impôt, Guillaume de Theloire. Oui, alors donc Boniface VIII venait à peine d'arriver sur le trône de Saint-Pierre, et effectivement une affaire d'impôt a commencé à envenimer les relations entre les deux cours. Pour résumer, Philippe le Bel avait besoin d'argent pour faire la guerre au roi d'Angleterre, ce qui est une vieille occupation des rois de France pendant le Moyen-Âge. Et donc pour gagner de l'argent, il n'y a pas de 36 solutions à l'époque. Il y a le fait de rogner la monnaie, de dévaluer ce qu'on ferait maintenant, et ce que Boniface VIII, ce que Philippe le Bel a fait amplement. Et le plus simple encore, c'est de demander des subsides au clergé, qui est donc la principale puissance financière du royaume, et donc c'est ce que Philippe le Bel fait. Le problème, c'est que le clergé est en principe doté d'immunité fiscale, d'immunité juridique. Le clergé est sa propre source d'autorité, et on ne peut pas lever d'impôts sur le clergé en principe. Et donc les clercs de France vont porter plainte à Rome pour les exactions des percepteurs d'impôts de Philippe le Bel. Alors évidemment, Boniface VIII est contre. Bon, les choses vont s'arranger. Boniface VIII va même canoniser le grand-père de Philippe le Bel, Saint-Louis, qui a été canonisé à ce moment-là. Mais en 1301, voilà que le conflit reprend avec une autre affaire. Philippe le Bel fait arrêter Bernard Cesset, c'est-à-dire l'évêque de Pamiers, pour trahison. Or, l'évêque de Pamiers était proche du pape. Voilà, il avait maintes fois défendu le pape, et par ailleurs le pape avait créé un diocèse pour lui. Le diocèse de Pamiers n'existait pas à la fin du XIIIe siècle, c'est Boniface VIII qui l'a créé pour Bernard Cesset. Et Bernard Cesset est un notable languedocien pur jus de cette fin de XIIIe siècle, et c'est-à-dire qu'il y a moins d'une génération qu'ils ont été conquis par les Français du Nord, qu'ils estiment des barbares, et donc Bernard Cesset a eu la langue un peu leste sur son souverain, a dit qu'il était un bâtard, qu'il n'avait aucun titre à régner dans la région. Philippe le Bel n'était pas content. Et Philippe le Bel appréciait moyennement ce genre de critique, et donc le fait emprisonner, ce qui est tout à fait illégal du point de vue du droit canon, et donc immédiatement Boniface VIII se saisit de l'affaire et somme Philippe le Bel de libérer Bernard Cesset et de faire amende honorable. Alors à ce moment-là, ça va très loin, c'est encore l'escalade qui s'accélère. Boniface VIII décide de convoquer les évêques français pour les convaincre donc que c'est bien lui qui a autorité sur les évêques et par conséquent sur le roi de France. Philippe le Bel riposte, lui, en convoquant une assemblée de barons, de prélats, de représentants des villes pour interdire à ces évêques d'aller à Rome. Et là, j'apprends une chose extraordinaire. On sait très bien quels sont les derniers états généraux, mais en 1302, cette convocation des barons, des prélats et des représentants des villes, ce sont les tout premiers états généraux de l'histoire qui ont été réunis par Philippe le Bel. Voilà. C'est d'ailleurs une vieille tradition capétienne, hein. Plus le roi est autoritaire, plus il convoque les états généraux, parce qu'en fait, l'autoritarisme du roi s'exerce d'abord contre les féodaux, et donc en alliance avec les communes, le plus souvent. Et donc Philippe le Bel a renoué cette alliance très, très classique, hein. Philippe Auguste en avait fait autant, mais il le fait dans un cadre tout à fait nouveau, institutionnel, des états généraux, avec une solennité jamais égalée jusqu'à ce jour. Et puis surtout, donc, il décide d'envoyer Nogaret à Rome. En fait, le pape est dans les environs de Rome, dans un palais pour l'été. Et pour aller chercher, donc, le pape Boniface VIII, le faire arrêter, le traduire devant un tribunal.
Voilà, et donc c'est ça l'attentat d'Anagni. Voilà. Alors l'idée de base, en fait, Nogaret a d'abord été envoyé en Italie pour isoler diplomatiquement le pape. N'y arrivant pas, quelques mois après, son mandat a changé et Philippe le Bel lui a dit appliquez votre vieille théorie, c'est-à-dire juger le pape pour hérésie. Il se trouve que dans le droit canon, il y a une seule. Un pape hérétique, c'est quand même gros. Voilà, un pape hérétique, c'est assez original. Mais dans le droit canon, il y a une seule faille à l'autorité pontificale. L'autorité pontificale est absolue et c'est le pape lui-même qui décide de l'étendue de cette autorité. Mais il y a une faille, c'est que le droit canon dit depuis des siècles que le pape ne peut être jugé par personne, sauf pour crime d'hérésie. Oui, et mais qui décide qu'il sera hérétique? Et alors le problème, c'est que pour l'instant, on ne sait pas du tout, et depuis Anagni, on ne sait toujours pas ce qui se passerait si le pape était effectivement hérétique. Mais donc les canonistes de l'époque avaient imaginé qu'il fallait demander au pape de convoquer un concile pour voir s'il était hérétique ou pas. Comme il y avait de fortes chances que le pape décline l'invitation, le principe était qu'il fallait le sommer 2 fois de le faire et la 3e fois lui notifier qu'il serait jugé par contumace et donc le juger en son absence. Alors irruption donc le 7 septembre 1303 de Nogaret, accompagné d'ailleurs par des nobles romains qui n'aimaient pas le pape, qui s'appelaient les colonna. Là, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, il y a eu une espèce de pugilat. Le pape s'est retrouvé coincé dans sa villa d'Anagni, finalement libéré par les habitants de la ville, mais tellement impressionné par ce qui s'était passé qu'il est mort 1 mois plus tard. Voilà, tout à fait. Pape, et donc on ne saura pas ce qu'il aurait fait ce qu'il aurait donné comme sanction aux personnes qui avaient participé à l'attentat. Sur le coup, il a pardonné à tout le monde, y compris à Nogaret et aux colonna, mais il est probable que s'il avait eu le temps de se reprendre, il aurait été un peu plus sévère que ça. Alors ce qui se passe en fait, c'est que même si le pape n'a pas été enlevé, c'est quand même un succès, ou en tout cas Philippe le Bel a montré ainsi sa force. D'ailleurs, il le montrera ensuite, puisque les successeurs du pape seront des papes français nommés par Philippe le Bel et envoyés même, où ils vont rester pendant 70 ans, en France, en Avignon. En Avignon, tout à fait. Alors, c'est quand même un succès pour Philippe le Bel. C'est un succès. En fait, pendant quelques mois, on se demande si le royaume de France va gagner ou perdre à l'affaire, parce que dans un premier temps, on s'est dit les papes suivants vont jeter l'interdit sur le royaume de France et le roi va être obligé de faire amende honorable. En fait, il se trouve que le pape successeur Benoît XI va régner très peu de temps et donc n'aura pas le temps de prendre de sanctions. Et le pape suivant est un Français, extrêmement bon diplomate, Clément V, et Philippe le Bel va le faire chanter en quelque sorte. Il va lui dire de 2 choses l'une: soit je poursuis la mémoire de Boniface VIII pour hérésie et je continue mon histoire de concile jugeant la mémoire d'un pape pour hérésie, soit vous acceptez et notamment ce que je veux, notamment l'installation à Avignon. Et Avignon, il n'a pas eu besoin de forcer beaucoup parce que Rome était en proie à l'anarchie la plus complète à cette époque-là. Mais par ailleurs, vous acceptez aussi de sanctionner de votre autorité le procès contre les Templiers, qui était un procès complètement illégal aussi. Alors justement, ce procès, il se fait avec la complicité du pape Clément, et précisément, c'est aussi une autre manière pour Philippe le Bel, d'affirmer son autorité, cette fois-ci sur un autre pouvoir. Qu'ai-je entendu? 4 vieillards à demi-mort, dont on affirmait que le sort était réglé, tiennent en échec l'autorité royale. Et tout va pour le mieux. Si les hauts barons, dont vous êtes le plus haut, monseigneur, s'étaient soumis de meilleur gré aux ordonnances royales, nous n'aurions pas eu besoin de nous appuyer sur le peuple. Nous voyons maintenant le résultat de vos novelletés. Vous avez cru bon d'assembler les bourgeois, les vilains et autres manants pour leur faire approuver les volontés du roi. À présent, le peuple s'arroge le droit de juger. Nogaret. Les Templiers sont des hérétiques. Hérétiques? Vous-même, messire de Nogaret, n'êtes-vous pas petit-fils de Cathare? Et naguère d'un soufflet, n'avez-vous pas fait tomber un pape? Nogaret, votre conseil. Que ceux qui sont retombés dans l'hérésie subissent le châtiment des hérétiques. Nous venons d'assister à la fin de la chevalerie.
Et c'était donc la condamnation à mort du grand maître des Templiers en 1314, c'est juste avant la mort de Philippe le Bel. Les Templiers, là aussi, c'est sa volonté, la volonté du roi d'affirmer son autorité sur un autre pouvoir qui est un pouvoir financier. C'est essentiellement parce que les Templiers finançaient justement les dépenses militaires, notamment de Philippe le Bel, qu'il était devenu dépendant d'eux et qu'il voulait s'en affranchir. Exactement. Guillaume de Thieulois. Exactement. Alors, à la réserve près que, contrairement à ce que la légende noire a dit, Philippe le Bel n'a pas gardé le trésor des Templiers, il l'a distribué à d'autres ordres qui lui feraient moins ombrage que les Templiers. En fait, ce qu'il ne voulait pas, ce qu'il voulait, c'était pas tellement l'argent, ce qu'il voulait, c'était l'autorité royale et la souveraineté, et donc il était prêt à dépenser des fortunes pour des symboles. Et donc il a dépensé, y compris il a mis en péril son autorité dans l'affaire des Templiers pour avoir le pouvoir symbolique de dire qu'en France, aucun État ne peut exister sans le roi. Ce pouvoir financier, il est exercé par d'autres qu'il a également persécuté, Guillaume de Thieulois. Il y a les banquiers lombards, il y a les Juifs. C'était quelqu'un qui a vraiment persécuté les Juifs. Ah oui, enfin, alors il les a persécutés et protégés. J'allais dire d'un même mouvement, ce qui est un peu paradoxal, qui pour nous est incompréhensible. Mais concrètement, ce que Philippe le Bel a fait, c'est qu'il a acheté les Juifs de tous les grands seigneurs du royaume. Les Juifs à l'époque étaient des serfs. Les Juifs à l'époque n'avaient pas le droit d'être considérés comme des hommes. C'était intermédiaire entre les hommes libres et les serfs, c'est-à-dire qu'ils étaient mobiles contrairement aux serfs, mais par ailleurs ils étaient dépendants nécessairement d'une autorité quelconque, qui est le plus souvent seigneuriale. Et donc il a racheté les Juifs de tous les grands seigneurs du royaume. Alors, ce qui avait pour première vertu de protéger les Juifs et pour deuxième inconvénient de les mettre en revanche corvéables à merci. Et donc les Juifs ont largement financé les guerres de Philippe le Bel. Alors il a beau avoir accru considérablement les pouvoirs du roi, des pouvoirs réels cette fois-ci et non pas symboliques comme c'était le cas dans le passé, la fin de son règne quand même, Guillaume de Thieulois, c'est vraiment un roi extrêmement impopulaire, avec un peuple qui est accablé d'impôts, notamment toujours pour financer ses guerres. Oui. L'image de Philippe le Bel est restée détestable parce que c'est l'image de l'appareil d'État. Personne n'aime son percepteur d'impôts. Et Philippe le Bel, c'est le percepteur d'impôts en chef. C'est lui qui met l'appareil fiscal en ordre de marche. Et donc ça le rend. Par ailleurs, il dévalue la monnaie, ce qui est un crime inouï à ces époques-là. Normalement, le roi n'a pas pouvoir sur sa monnaie. C'est Dieu seul qui a le pouvoir sur la monnaie à cette époque. Et donc Philippe le Bel s'est arrogé des pouvoirs considérables et qui ont comme conséquence exactement la conséquence qu'on voit actuellement en Grèce. On dévalue de force, on impose, et le peuple grec est pas ravi. D'où l'impopularité donc de ce roi, de Philippe le Bel, mort à 46 ans, et léguant à son fils Louis le Hutin un royaume écrasé par l'impôt où il était devenu en effet très impopulaire. Où sont mes victoires? Qu'ai-je fait qui soit assuré de durer après moi? Nous avons fait canoniser mon grand-père, le roi Louis, par le pape Boniface. Était-il vraiment un saint? Rien n'est grand, sire, qui n'ait sa part de doute. Vous avez régné grandement. D'un royaume partagé, vous avez fait un pays qui commence à n'avoir qu'un seul cœur. Partout on crie. Partout on se plaint. Le peuple. Jamais unanime. Sauf dans l'ingratitude. Pesez, Louis, ce que c'est que d'être le roi de France. Notre sire, le roi Philippe le Bel, est mort. Et c'était Aman Novi de Philippe de Vitry, une chanson, une musique du temps de Philippe le Bel, mort, donc on vient de l'entendre en 1314, très mal, en laissant un très très mauvais souvenir, et surtout aujourd'hui celui des Templiers, et en oubliant quand même le rôle qu'il a pu jouer, et le rôle qu'a pu jouer d'ailleurs cet attentat d'Anagni auquel vous venez de consacrer un livre, Guillaume de Thieulois, parce que là, il s'est débarrassé au fond de la tutelle du plus puissant des pouvoirs de l'époque, qui était le pouvoir du pape.
Oui, tout à fait. Il a donc vraiment contribué à faire la nouvelle Europe, l'Europe des États-nations, mais effectivement, l'image qu'il en a laissée est détestable. Parce que là, c'est aussi le moment où il s'affirme comme une autorité supérieure au pape, en tout cas dans son royaume, que s'affirme aussi l'idée que le roi est de droit divin, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas de compte à rendre à personne d'autre qu'à Dieu. Tout à fait. Alors, en fait, on voit à l'époque de Philippe le Bel un glissement sur le sens du droit divin. Avant, ses aïeux signaient un tel roi par la grâce de Dieu. Ils étaient déjà sacrés à Reims, et donc ils étaient d'une certaine façon de droit divin. Mais le droit divin change progressivement de sens, et Philippe le Bel achève ce changement de sens. À partir de ce moment du début du XIVe siècle, le roi de France n'a plus d'autre compte à rendre qu'à Dieu, et donc il est de droit divin presque au sens de Louis XIV. Alors n'allons pas trop vite, mais c'est presque dans ce sens-là. Parce que dans cette affaire, il faut pas l'oublier, les évêques ne se sont pas rendus à Rome, très peu ont soutenu le pape, et dans cette affaire, il a été plutôt soutenu justement par le clergé. On voit l'apparition de ce qu'on a appelé une église gallicane, et non pas ultramontaine, c'est obéissante au pape, elle obéit au roi quand il y a conflit entre les deux. Voilà. Alors, il faut préciser un peu, les évêques de France, les évêques du royaume, qui n'appartenaient pas au fief capétien, ont été assez largement à Rome, mais en revanche, ils y ont tous été pour dire au pape, laissez-nous servir le roi, sinon on va vers la guerre civile. Et puis alors, autre chose quand même, c'est que finalement, il impose son autorité sur tout, et en ayant fait appel au peuple. À la fin de votre livre, vous dites une chose assez extraordinaire, Guillaume de Thuellois, c'est la chose suivante. En termes modernes, ces États généraux, parce que quand il a convoqué ces États généraux, affirme que le peuple de France se reconnaît à présent comme une entité souveraine. C'est dans l'épreuve de l'attentat d'Annecy que furent semés les germes des principes fondateurs de ce Colette Beaune appelé la Nation France. Père de la nation? D'une certaine façon, oui. L'attentat d'Annecy, en créant un seul type de sujet, les prélats ne sont plus des sujets à part, les prélats sont vraiment des sujets du roi, et donc de ce point de vue-là, il n'y a plus de corps dans le royaume, il n'y a plus qu'un seul royaume, un seul roi. Et donc, d'une certaine façon, Philippe le Bel est un des pères de la nation française. Merci Guillaume de Thuellois, je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre Le Pape et le Roi, 7 septembre 1303 Annecy, un livre publié chez Gallimard dans la collection Les Journées, et c'en est une, Les Journées qui ont fait la France. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants, Les Rois Maudits de Claude Barma, d'après Maurice Druon, et disponible en DVD, en coffret DVD chez TF1 Vidéo, et Les Templiers, dans la série La caméra explore le temps, de Stelio Lorenzi et Alain Decaux, avec Jean-Pierre Mariel, on l'a entendu, dans le rôle de Philippe le Bel. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Serge Viguier et Mathias Alléon. Documentation, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Marie Casanova.